Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir en direct sur Média TV dans 11 dit tout et au menu, comme on l'expliquait il y a quelques instants, deux sujets. Je vais y arriver, deux sujets. C'est le deuxième bug depuis qu'on a démarré ce soir. Deux sujets. Alors on va parler d'abord du mentoring avec Nawal Bakri qui est consultante manager et ensuite on va parler des réunions à distance. Est-ce qu'elles se préparent de la même manière que les réunions en présentiel? Donc on ne perd pas de temps. On retrouve tout de suite notre experte Nawal Bakri. Bonsoir Nawal, comment ça va? Bonsoir Yasmine. Bien installée, ça va? Un plaisir de nous retrouver encore une fois. Absolument. Tout à l'heure, on était en direct ensemble à la radio. Oui. Pas faute d'être inspiré de sujet. C'était sur un autre sujet, justement. C'est pas du tout le même. Et puis là, on est en direct à la télé pour ce sujet. La programmation s'est faite, on va dire, de façon relativement aléatoire. En tout cas, merci infiniment d'être là et d'être disponible pour l'audience de Média Radio et Média TV. Et donc, ce soir avec vous, le mentoring. Et ça, c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur, Nawal. Tout à fait, tout à fait. Je me rappelle qu'on en avait parlé lors d'un ancien plateau télé et j'en avais parlé un peu et tout l'apport qu'il peut apporter pour le développement personnel et professionnel d'un individu. Absolument. Alors le mentoring, c'est quoi? C'est la transmission de connaissances? C'est quoi exactement? Des anciens vers les plus jeunes? C'est quoi au juste? Alors, effectivement, le mentoring est une discipline assez spéciale. Ce n'est pas du consulting, ce n'est pas de la formation et ce n'est pas du coaching. Donc, le mentoring, comme tu l'as dit au départ, c'est une forme de transmission de savoir. C'est une forme je dirais, d'accompagnement qui permet à la personne qu'on peut appeler mentee ou mentoré d'avancer dans ses projets avec une vitesse, en évitant quelques pièges et en choisissant, je dirais, le bon chemin. Le mentor ou bien la personne qui est en train de mentorer est une personne, elle peut être senior, mais beaucoup plus senior en termes d'expertise, en termes de connaissances, en termes de réseau. Et cette personne-là, elle fait un don de soi, un don de connaissances, un don de réseau pour qu'elle puisse faire profiter ce métier ou ce mentoré de toute l'expertise pour qu'il puisse avancer, je dirais, un peu plus rapidement dans son parcours. Donc c'est le meilleur moyen pour un chef de projet, pour un jeune entrepreneur ou même pour une personne qui souhaite intégrer une entreprise, d'avancer, c'est d'avoir un mentor. Absolument. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais est-ce que c'est facile à mettre en pratique, Nawal, en toute honnêteté? Est-ce que il y a suffisamment, on va dire, je vais le dire en déjà parce que je trouve que ça sonne très bien, de rasrir de la part de ces jeunes, suffisamment d'humilité de la part de ces entrants pour accepter le mentorat du mentor. Et puis, est-ce qu'il y a aussi suffisamment de confiance de l'autre côté, de la part des mentors dans les entreprises? Comme vous l'avez dit, c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de compétences et de skills pour partager. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur de finalement, je donne mes compétences à quelqu'un qui risque de prendre ma place? Ta question est très pertinente, chère Yasmine. Alors, effectivement, le mentoring n'est pas facile du tout à mettre en œuvre, surtout quand on veut chercher un mentor soi-même. Il n'est pas évident de trouver cette bonne personne. Je peux citer quelques bonnes pratiques. Par exemple, dans des entreprises du style multinational, dans leur, je dirais, DNA, on peut trouver le système de mentoring. C'est-à-dire pour chaque personne qui intègre l'entité, on lui affecte automatiquement un mentor qui peut être sur la place ou même à l'international, puisqu'aujourd'hui, on peut aussi mentorer à distance depuis très longtemps. Dans le système, je dirais, d'entrepreneuriat, nous avons heureusement des acteurs de l'écosystème et aujourd'hui ils sont très nombreux sur la place qui offrent cette prestation de mentoring. C'est-à-dire, ils vont vers des entreprises qui sont gérées par des personnes déjà avancées dans l'âge ou dans l'avancement de projet, une certaine expertise, et qui sollicitent via un programme ou un projet de mentorer un certain nombre de start-up, de personnes qui viennent juste de mettre le pied dans l'aventure entrepreneuriale. De l'autre côté, même dans, je dirais, les programmes d'employabilité des jeunes, et moi-même j'en ai géré plusieurs, nous avions cette pratique de mobiliser quelques employeurs, quelques cadres dirigeants pour qu'ils puissent donner du temps,
mais aussi du savoir à des jeunes qui viennent juste d'intégrer le monde de l'entreprise. Ils sont un peu perdus, perdent de repères, perdent de références. C'est un monde nouveau qui est mix, où il y a beaucoup de diversité. Et là, ils sont perdus. Et c'est grâce au mentorat qu'on aide quelque part ces jeunes-là à réussir ces premiers mois d'intégration au sein de l'entreprise et qui sont des fois très très importants et qui tracent le parcours de ce genre-là. Donc, Alors, je récapitule. une question, pardon, Nawal. De le chercher soi-même. Oui. Une question, si vous permettez. Alors, oui. En fait, dans cette histoire de mentorat, de mentoring, il y a finalement 3 entités. Il y a le mentor, le mentoré, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais il y a aussi l'entreprise. Parce que l'entreprise bénéficie du mentorat, puisque le savoir-faire est transmis et gardé au sein de l'entreprise. Le mentoré bénéficie de l'information, de l'accompagnement, mais que gagne le mentor en transmettant son savoir-faire. Alors, le mentor aujourd'hui, c'est une personne qui est dédiée à ce type de, je dirais, d'activité ou de discipline. Ce sont des personnes qui estiment qu'ils sont arrivés à un certain niveau où ils veulent donner d'eux-mêmes, ils veulent transmettre du savoir, ils veulent entourer d'autres personnes de leurs connaissances et de leur réseau. Et ça peut être aussi un moyen pour ces mentors d'en savoir un peu plus sur d'autres secteurs d'activité, sur d'autres pratiques, sur d'autres personnes. Au fait, c'est un mindset, c'est une façon de voir les choses. C'est comme un peu comme je dirais, le secteur associatif. Il y a des gens qui sont, je dirais, motivés par l'action sociale, par le partage. Je veux donner pour l'autre, je veux aider l'autre. On est dans l'autre qu'on trouve du plaisir. La même chose, on pourrait la retranscrire sur, je dirais, la pratique du mentoring. Ce sont des personnes qui ont un certain équilibre, qui sont arrivées à une certaine maturité dans l'entreprise, mais aussi, je dirais, dans leur façon de vivre et qui veulent passer à une autre étape qui est de transmettre une partie de leur savoir et de leurs connaissances. Ok, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut l'utiliser, par exemple, de façon beaucoup plus structurée chez les personnes retraitées? Nous avons beaucoup de cadres seniors retraités qui sont encore capables de donner, qui ont encore envie de donner, mais dans un autre format, peut-être pas en tant que salarié, peut-être pas, mais en tant que mentor. Est-ce que ça pourrait être une manière aussi de dynamiser cette tranche de la population? Je te remercie, chère Yasmine, pour cette question parce que c'est un sujet auquel je réfléchis beaucoup ces derniers temps parce que j'estime qu'on a beaucoup de potentiel de personnes qui sont sorties à la retraite et ces personnes-là peuvent donner, peuvent encore transmettre. Ils peuvent revenir à l'entreprise, soit sous forme de consultants, d'experts pour des missions ponctuelles, mais aussi sous forme de mentors. Maintenant, il faudrait juste que l'entreprise soit convaincue du bien fondé de la chose. Il faut que cette personne-là puisse aussi peut-être faire une belle présentation avec un argumentaire pour montrer la valeur ajoutée et tout l'intérêt de se transformer en mentor et le gain et le potentiel qui va être gagné par ces personnes-là qui vont en bénéficier. Donc c'est une question, je dirais, marketing, c'est une question juste de présentation de la chose et je suis sûre que si ces personnes-là, je dirais, peut-être elles peuvent être formées dans ce que c'est la relation mentor-métier. Il y a des cursus qu'on peut trouver sur le net. Il y a des organisations qui encadrent cette pratique. On peut effectivement profiter de ce potentiel de personnes qui sont en retraite pour qu'ils puissent encore donner de la valeur ajoutée et encadrer les nouvelles générations, je dirais, de collaborateurs au sein des entreprises. Mais en fait, Nawal, on ne fait que revenir à une pratique qui a longtemps existé dans nos pays, à savoir, par exemple, si on prend le secteur de l'artisanat, avant que ce ne soit structuré, qu'il y ait, on va dire, des formations spécialisées, l'artisan, le ma'allem, avait ces petits jeunes qu'il formait et prenaient le relais. Et en fait, la transmission se faisait naturellement comme ça. Donc, en fait, dans notre ADN, on est prédisposé à pouvoir continuer à transmettre et à recevoir de cette manière. Tout à fait, on peut le transmettre. Maintenant, aujourd'hui, on a la chance d'avoir aussi des organisations qui le structurent, c'est très important. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui souhaitent chercher un mentor. Et il y a certains steps ou certaines pratiques à faire. D'abord, comme vous avez très bien dit, le ma'allem donc je dirais du métier. Donc, ça veut dire, je cherche le meilleur opérateur
de secteur dans lequel je suis en train de travailler ou de collaborer. Il faut aussi s'approcher de cette personne-là, lui présenter la chose. Il faut suivre, je dirais, ses recommandations. Il faudrait aussi s'engager avec cette personne-là parce qu'on trouve malheureusement sur la place des programmes de mentorat qui n'aboutissent pas parce qu'il y a des fois des désengagements en cours de route, soit de la part du mentor ou du mentee, d'où une séance préalable de mise en contact ou pour qu'il y ait un feeling positif qui s'opère entre les deux personnes. Donc il y a un tas de, je dirais, comme une checklist, comme une charte d'entente aujourd'hui qu'on signe avec le mentor pour qu'on puisse un peu travailler dans un sens et qu'on puisse capitaliser sur l'état d'avancement de nos pratiques et de nos rencontres. Aujourd'hui, ces rencontres-là, ils peuvent s'opérer physiquement, comme ils peuvent s'opérer à distance. Et tout l'intérêt est d'observer qu'il y a un avancement, je dirais, du processus. Et encore une fois, cette personne-là qui souhaite être mentorée parce qu'elle est perdue ou elle souhaite avoir vraiment les meilleures pratiques dans son secteur ou de son activité, c'est qu'elle va vers le best one, vers la meilleure personne qui puisse lui donner ce mentorat, c'est-à-dire le meilleur opérateur, une personne qui a de l'expérience, qu'elle idolâtre, un modèle. Et d'ailleurs, Yasmine, tu as dit les vieilles pratiques, ben, tu sais que toutes les grandes personnes aujourd'hui qu'on connaisse, qui brillent sur le monde économique à l'international, toutes ces personnes-là, elles ont eu des mentors. Je cite le Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey. Ces personnes-là, toutes et tous, ils ont eu des mentors avant, qui les ont aiguillés, qui les ont orientés, un peu comme une torche qui éclaire leur chemin pour qu'ils puissent voir le bon chemin et ne pas se perdre sur d'autres chemins qui vont pas conduire vers l'atteinte de leur objectif. Nawal Bakri, merci infiniment d'avoir été avec nous en direct et justement on continue à essayer d'illuminer un petit peu nos téléspectateurs avec ces différents sujets. On prend la direction de Tanger cette fois, enfin on reste à Tanger puisqu'on est basé à Tanger. On prend la direction de Mariam Filali tout de suite pour ce sujet. On va parler des réunions à distance. Comment ça va, Mariam? Vous êtes bien installée? Bien, bien, très très bien. Chez moi, impeccable, à Tanger. Ça vous change justement ça change de l'émission ça change de l'émission sur le plateau? Oui, bien sûr, bien évidemment, ça change, mais ça reste agréable, ça reste très agréable d'être chez soi et de parler, de vous voir et d'accueillir l'équipe de Midi 1 ici, à Tanger. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Mme Fidali Mknessi, d'être avec nous. Vous êtes formatrice, consultante en étiquette, protocole des affaires. Et ce soir, avec vous, justement, ces réunions à distance, mode d'emploi, comment ça se prépare? Est-ce qu'on prépare une réunion à distance de la même manière qu'on prépare une réunion en présentiel? Forme et contenu, bien sûr. Commençons par le contenu. Ce qui ne change pas. Est-ce que le contenu entre le présentiel et le distanciel ne change véritablement pas? Ou bien on va dire, étant donné qu'on n'est pas face à face ou qu'on a peut-être moins le temps, moins de concentration de la part de l'autre, moins d'engagement de la part de l'autre, et il faut aller plutôt droit au but au lieu de s'allonger sur les réunions? Tout à fait. Les mœurs évoluent, Yasmine, donc même la façon de travailler évolue dans le monde professionnel et encore plus dans la façon de préparer les réunions dans le monde des affaires. Mais même si c'est agréable, comme je l'ai dit au début, c'est-à-dire on va se réunir mais chacun chez soi, mais il y a des règles à respecter pour que la réunion soit qu'il y ait un succès derrière tout ça. Alors, le contenu, réellement, en fait, toutes les règles d'étiquette qu'on a donc, dans le protocole du bureau vont s'appliquer dans les réunions virtuelles. Donc, par exemple, la plateforme qu'on va choisir, elle est très importante, c'est comme la salle de réunion. Cette plateforme, aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes, mais il faut vraiment trouver celle qui est sécurisée. Et ça, je tire la sonnette d'alarme parce qu'on trouve des fois aujourd'hui des plateformes gratuites, mais n'oublions pas que nous sommes dans le monde professionnel, qu'il y a des choses confidentielles. Donc, c'est comme, voilà, donc on va trouver une plateforme qui va être facile parce que les collaborateurs ne savent pas manipuler facilement cet outil magique aujourd'hui, donc facile, qui peut être enregistré
Donc ça, c'est ça l'avantage aussi des réunions virtuelles. C'est important d'enregistrer? Mais également, on va trouver... Moi, je trouve que oui, parce que ça permet aussi, quand on va renvoyer le feedback aux participants, d'envoyer le lien, et aussi ça permet aussi de s'auto-évaluer et de s'améliorer, parce que moi je trouve qu'on est dans une période de transition, il y a des choses qu'on apprend, il y a des erreurs qu'on fait, donc le fait d'être enregistré, ça permet de voir les erreurs. Alors, le contenu, ça va être la même chose, Yasmine, qu'en présentiel. Il ne faut pas l'oublier. On va donc trouver la plateforme, on va choisir la date, l'heure. Alors, je reviens juste la petite différence sur l'heure. L'heure, l'avantage de la réunion virtuelle, c'est que tout le monde, là où on est, on peut participer. Mais il faut faire aussi attention aux différents aux fuseaux horaires. Je rappelle, j'ai dernièrement, c'est une petite anecdote, j'ai participé à une réunion à 23h heure locale ici à Tanger, plus précisément, alors qu'ailleurs il était 18h. Donc pour moi c'était fatigant, c'était la fin vraiment, c'était la fin de soirée, j'étais pas au top de mon énergie. Donc ça aussi il faut faire attention au fuseau horaire. Il y a ce qu'il y a de plus, c'est le mailing, c'est l'envoi du lien de la plateforme donc pour participer, l'ordre du jour. Donc ça on le fait aussi en présentiel. Donc on le refait aussi en virtuel. Et aussi, alors il y a des petits détails peut-être qu'on oublie. C'est par exemple, est-ce qu'il faut que ça soit la caméra doit être allumée ou pas? Parce que ça peut être source de désorganisation. Souvent, alors on allume ou on n'allume pas la caméra justement? Il y en a qui ne veulent pas être vus. Oui. On allume ou on n'allume pas la caméra? Comment? Pardon, excusez-moi. Alors on allume ou on n'allume pas la caméra? C'est une décision. C'est comme... Moi, je préfère qu'on allume. Moi, je préfère qu'on allume parce que c'est vraiment des fois, c'est pas agréable. On ne voit pas la personne et on ne sait pas si elle nous écoute ou si elle nous suit et puis c'est une manière de la faire participer. Maintenant, ça dépend de l'animateur. S'il décide de ne pas que ça ne soit pas allumé, alors dans ce cas-là, je demanderai aux participants de mettre un avatar ou au moins une image, donc ou le logo de l'entreprise carrément. Comme ça, au lieu d'avoir une caméra, un écran noir avec juste le nom. Donc moi je dis aussi, alors il y a aussi, donc il faut faire attention aussi à l'environnement, comme on fait attention donc en présentiel. L'environnement, il faut qu'il soit propre. Si on est dans un coin de la maison, il faut qu'au moins que ça soit propre. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'aménagement d'un espace de travail, c'est pas aussi évident pour tout le monde, il faut l'avouer, il faut le dire. Donc le fait, comme vous l'avez dit au début, d'être allongé sur le lit vaut mieux pas, vaut mieux être face à la caméra et aussi d'avoir la lumière. Ça, j'attire l'attention aussi. Donc une source de lumière naturelle, c'est mieux. Sinon, si on a un éclairage pour ne pas se fondre derrière l'écran, c'est aussi bien. Merci beaucoup, Myriam. Oui, la ponctualité. Oui. Justement, question de ponctualité, on est obligé de rendre l'antenne nous aussi maintenant. Merci infiniment, Myriam, de nous avoir amené votre expertise en direct ce soir sur Média TV. Ce rendez-vous vous sera rediffusé ce soir à 22h30. Et puis moi, demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h30 sur Média Radio pour Blamiade et à 18h30 en direct sur Média TV pour On se dit tout et d'autres sujets. On va parler de soupe. C'est vrai que le temps ne s'est pas encore vraiment rafraîchi, mais ça ne saurait tarder. Et donc les soupes, c'est quand même agréable quand il fait plus frais. On va vous en parler demain soir. Au revoir.